Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres de cette édition. Une cyberattaque à la demande, avec demande de rançon, ce n'est pas à la collectivité territoriale, mais à la mairie du Robert. Elle occasionne des perturbations à la caisse des écoles. Nous verrons ce qui se passe sur place. La visite ici du ministre de l'économie, il arrive de Guadeloupe où il a passé 24 heures. Au programme rencontre avec les acteurs économiques et visite d'entreprises. La question écologique fait irruption dans l'Assemblée générale de Total sous forme de manifestants. Une centaine de militants sont rentrés pour dénoncer les dégâts du pétrolier sur l'environnement. Et puis plein feu sur l'autisme, une manifestation est organisée demain en ville pour sensibiliser et assister les familles. Nous en parlerons avec notre invitée Katie Marilus de Lionnage Autisme. Qui en veut au service administratif de Martinique? Après la collectivité territoriale, on a appris aujourd'hui que la mairie du Robert avait fait l'objet d'une cyberattaque. Cela fait déjà un mois et les services peinent à reprendre le contrôle sur les serveurs. Franck Edmond-Mariette et Fabienne Léonce étaient sur place. Eh bien, Cécile, depuis le 25 avril dernier, les élus de la ville du Robert sont sur le pied de guerre. Une cyberattaque cause un grand dysfonctionnement au niveau de la caisse des écoles. Tout le service informatique est impacté. Avec moi, le premier adjoint de la ville du Robert, monsieur Farel François Augrin. Je crois que en ce moment, vous êtes en train de rechercher les causes de cette cyberattaque. Oui, alors, comme vous l'avez bien annoncé, effectivement, la ville du Robert a été victime d'une cyberattaque le 25 avril dernier. Mais bien heureusement, cette attaque, elle ne s'est pas étendue à l'ensemble des services informatiques de la ville. Elle s'est circonscrite en fait à la caisse des écoles, au service de la caisse des écoles. Il est évident que cela crée un dysfonctionnement important au niveau des services, d'autant que nous avons un certain nombre de flux financiers importants avec notamment tous les services qui sont mis à disposition des parents et souvent tous les paiements qui y sont liés. Donc c'est vrai que ça crée une situation très particulière et très difficile. Alors qu'est-ce que vous mettez en place pour éventuellement pallier ce problème? Alors très tôt, je veux dire, le service informatique a réagi. C'est vrai que nous avons avec ces services, les services de la ville justement, cherché à pallier à cette situation puisque une demande de rançon, inévitablement, avait été demandée. Donc, nous sommes passés outre cela. Et nous travaillons justement à faire en sorte que les parents ne soient pas impactés et qu'ils puissent payer par d'autres moyens, en tout cas les services, que ce soit de cantine, de restauration scolaire ou tout simplement de centres de loisirs, puisque comme vous le savez, en période de vacances, là, comme les vacances qui arrivent, là, les grandes vacances, nous avons, je dirais, un travail important parce que la demande est très importante au niveau des centres de loisirs de la ville. Merci, monsieur François Augrin. Voilà donc, Cécile, le point concernant la ville du Robert impactée par une cyberattaque. Merci beaucoup, Franck, et d'autres informations, bien sûr, dans notre édition de ce soir. Une nouvelle visite ministérielle dans nos eaux. Cette fois, c'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, qui passe la journée ici. Il arrive de Guadeloupe. Il reçoit en ce moment même les acteurs économiques à la résidence préfectorale. Caroline Antich-Martin, Stéphane Petitfrère. C'est donc par un déjeuner de travail avec les acteurs économiques locaux ici à la résidence préfectorale que Bruno Le Maire démarre son séjour en Martinique. Il fait suite, vous le savez, à un séjour de 2 jours en Guadeloupe où le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a fait plusieurs annonces concernant le monde économique et l'environnement, notamment des aides aux petites et moyennes entreprises, des crédits d'impôt pour les énergies vertes et la création d'une mission de recherche, une mission d'information sur le changement climatique avec un focus tout particulier sur les assurances dans le cadre du contexte du changement climatique. Après ce déjeuner, le ministre ira à la zone industrielle de Champigny, plus précisément dans l'entreprise Gazdom qui conditionne des gaz, des liquides frigorifiques. Il y rencontrera plusieurs chefs d'entreprises innovantes, des start-up qui ont reçu le prix France 2030, puis se dirigera vers la CTM pour un face-à-face avec Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de Martinique. Il terminera sa journée dans nos studios puisqu'il est l'invité du journal télévisé de 19h. Beaucoup de rencontres et d'échanges donc, puisque le ministre est aux Antilles pour préparer le comité interministériel des Outre-mer prévu le 12 juin à Matignon.
Et Bruno Le Maire qui était en Guadeloupe hier, je vous l'ai dit, nous avons voulu savoir quelles étaient les attentes des jeunes entrepreneurs. Exemple avec Agnès Crochemar-Galou, elle est docteure en pharmacie. Elle a lancé Natier, une gamme de soins 100% naturels spécialisée dans les douleurs musculaires et articulaires. 7 ans que cette entreprise existe. Jessie Planquet, Bruno, Pension Villon. Ce sont des drôles de dames en blouse blanche, de jeunes chimistes qui n'attendent pas les directives de Charlie. C'est les premiers essais ou là c'est Mais celle d'Agnès Crochemar-Galou, docteure en pharmacie, créatrice du laboratoire Natier. Cela fait pratiquement 7 ans que cette jeune sportive moulienne s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Elle a choisi d'allier ses 3 passions, le sport, les plantes médicinales des Antilles et la pharmacie pour créer des soins bien-être naturels et éco-responsables. Donc, il y avait vraiment l'idée d'avoir ces 3 projets en un et de pouvoir les associer pour pouvoir créer quelque chose de fort et de durable dans le temps. Et savoir que Natier, ça vient de nature, Antilles et papillers, c'était le surnom de mon grand-père. Donc, ça va toucher dans un premier temps les sportifs puisque c'est leur outil de travail et aussi les personnes qui n'ont pas du tout de sport dans leur quotidien, au contraire, qui souffrent de sédentarité. Et c'est ça qu'on va pouvoir prendre également en charge avec les produits Natier. Des produits qu'elle a décidé de fabriquer au moule juste au-dessus de sa pharmacie. En somme, son projet a séduit de nombreux partenaires financiers. L'entreprise se développe et embauche depuis peu de jeunes diplômés locaux. Changement de blouse, nous retrouvons Agnès dans son officine où elle tient à garder un contact direct avec ses clients. Dès le début de l'entrepreneuriat, j'ai décidé de ne pas quitter mon travail à l'officine parce que j'aurais pu. Clairement, j'aurais pu profiter des aides du chômage, de l'entrepreneuriat, etc. Mais c'était un choix parce que déjà, 1, j'adore mon métier et 2, je voulais garder cette proximité avec le patient. Pas besoin de masser, juste simplement appliquer. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est la joie des problèmes, c'est quel problème vient après l'autre. Mais disons que, on va dire que c'est un parcours qui est semé d'étapes. Et ensuite, c'était d'avoir une marque qui soit vendue pas seulement en Guadeloupe et dans la Caraïbe, mais aussi à l'international. Le défi du retour au pays a été relevé. Elle attend maintenant avec impatience l'inauguration de son laboratoire le 1er juin prochain. L'ouverture ce matin du Salon de la formation et de l'emploi à Madiana à Shelcher, il va durer 2 jours. C'est la 21e édition de ce salon, destiné à présenter les offres de formation aux jeunes étudiants et potentiels salariés. Une nouveauté cette année, la présentation des formations liées à la santé, avec notamment le CFA Santé. Des images signées Fabienne Léonce. Et l'enseignement, toujours, on reparle de l'enseignement du créole à l'école. La collectivité territoriale a annoncé hier la signature d'une convention avec l'éducation nationale. Plus d'enseignants formés, plus d'heures d'apprentissage. Il faut savoir que le bilinguisme favorise l'apprentissage, comme le constatent les professeurs qui ont déjà intégré le créole dans leur pratique. Nathalie Josse et Libelle Rose. Est-ce qu'on entend la même chose? Coude en français, coude en créole. Oui. Est-ce qu'on entend la même chose? Oui. Cette classe du cours préparatoire est bilingue. On y parle aussi bien français que créole. En français, ça commence par un C. Dès qu'on dit coup, en créole, ça commence par un K. Et les enfants ont trouvé leur rythme de croisière, le créole comme moteur des apprentissages. Ça a changé le climat de la classe. Et en plus, sur le point de vue des apprentissages, comme on fait une méthode contrastive, on voit le français, on voit le créole, il y a eu beaucoup d'améliorations dans la lecture même. J'ai beaucoup d'élèves qui étaient en difficulté et une fois qu'on est passé par le créole, dans la lecture du créole, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. À la fin, il y a un E, mais en français. Et en créole, à la fin, il y a un D. Et les résultats dans ces classes bilingues, surtout dans les quartiers dits sensibles, sont encourageants. Il y a quelques années, il y a une expérimentation qui a eu lieu sur une école de Trénel, donc quartier REP+, où justement on a pu montrer avec les chercheurs que cette comparaison permanente entre français et créole amenait les élèves à devenir meilleurs. D'où la volonté d'étendre le dispositif. Nous avions au départ 5 classes, puis 16, puis 39. L'an prochain, on vise 100 classes bilingues. Mais il était important d'éviter la rupture de l'apprentissage, d'où la continuité du dispositif dans le second degré.
Dans cette classe de première, tous n'ont pas commencé au primaire, mais la volonté d'apprendre leur langue est bien là. C'est vraiment un enrichissement de la culture en fait, d'apprendre le cours de créole. Moi, je choisis faire créole parce que depuis tout petit, moi, je parle créole, moi, ça lit créole. Et moi, je enrichis culture moins. C'est un plus pour moi, c'est un plus pour nous. Et puis, je dirais... On travaille des problématiques qui sont liées à l'environnement des élèves et on va beaucoup plus loin puisqu'on travaille aussi sur la Caraïbe et des problématiques qu'ils peuvent retrouver à l'extérieur, en Europe, puisque ce sont des élèves qui seront amenés à partir aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. Un dispositif qui tient aussi compte de la nécessité d'établir une scolarité complète. On a prévu de proposer un parcours dès la rentrée prochaine, un parcours pour les élèves de la maternelle au lycée. Et il y en aura 4 en fait. On appelle ça parcours, mais il y a 4 sites qui sont répertoriés. Et dès la rentrée prochaine, nous allons mettre en place ce parcours d'excellence. L'objectif est de faire du créole un véritable outil pédagogique, un atout pour les apprentissages et l'identité martiniquaise. Direction la Guyane, à présent avec la destruction des squats du mont Baduel. Elle a bien et bien eu lieu. Elle faisait suite à un arrêté d'évacuation et de démolition demandé par la mairie de Cayenne, le propriétaire du terrain. Les 26 familles concernées avaient quitté les lieux avant l'opération. Jocelyne Elgouache, Martial Grit. Tout dernier contrôle des agents d'EDF. Ils s'assurent que plus aucun risque d'électrocution n'existe dans le secteur avant la démolition. Sur cette parcelle, sur les hauteurs du mont Baduel, tout doit être rasé suite à un arrêté préfectoral d'évacuation et de destruction. 34 maisons construites illégalement sur un terrain de la commune de Cayenne. La commune de Cayenne a encore beaucoup de travail à faire en termes d'habitation et d'insalubrité et de compagnie. Donc il est clair que cette opération que nous faisons aujourd'hui n'est qu'une étape dans la résorption de l'habitat sur le territoire de Cayenne. L'opération mobilise de nombreux services de la municipalité et de l'État. Le secteur a été bouclé le temps des démolitions. Les 26 familles qui vivaient ici ont déjà quitté les lieux et tout emporté. D'autres ont laissé leurs affaires. 4 familles en situation régulière seront relogées. Les déménageurs évacuent les toutes dernières maisons avant la destruction. Un arrêté de démolition dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne et après plusieurs alertes de risques sanitaires dans le secteur. L'ARS a publié un rapport faisant part des risques de maladies. Il y a des problèmes d'électricité sauvage, branchements sauvages qui sont extrêmement dangereux. Et il y a eu, même si ça n'a pas été médiatisé, un certain nombre d'incidents, dont il y a quelques mois, un enfant qui a été hospitalisé du fait des conditions dans lesquelles il vivait. La municipalité de Cayenne veut créer sur ce site un centre culturel. 26 maisons démolies. Une goutte d'eau dans le quartier, au regard du nombre d'habitations illégales situées sur les hauteurs du mont Baduel. Ce quartier, nommé officiellement l'avenue Mère Teresa, abrite encore des centaines de familles occupant illégalement des terrains appartenant à des collectivités locales. Dans l'Hexagone, ça chauffe chez Total Énergie. Des activistes écolos ont tenté de bloquer l'arrivée des actionnaires. Des heurts ont éclaté avec la police. Tous ces militants, qui sont plusieurs centaines, dénoncent l'inaction du groupe en matière d'environnement. Alexandre Peyrou, Julien Cholin. Des gaz lacrymogènes et des manifestants expulsés par les forces de l'ordre. Scène de tension ce matin en plein Paris, là où se déroule l'Assemblée générale de Total Énergie. Depuis 6 heures, ces activistes de la cause climatique veulent se faire entendre. Ils dénoncent notamment les futurs projets du groupe. Le but, c'est d'empêcher la tenue de cette Assemblée générale pour manifester notre désaccord total avec les projets d'extraction pétrolière de Total. Nous, on est là pour dénoncer à la fois les méfaits de Total, mais également tout ce qu'il a gagné au cours de ces dernières années et le business qui se fait en fait sur le crime climatique. Objectif des 200 à 300 manifestants, bloquer l'accès aux actionnaires du groupe qui tentent de se frayer un chemin.
pas d'accord. Mais monsieur, oui, c'est bien, vous n'êtes pas d'accord. On ne peut pas vous laisser passer. Certains sont obligés de changer de route. Non, ça n'a pas été possible, mais je vais faire le tour. C'est vraiment des cons. Des gens qui nous interdisent de nous exprimer, je ne suis pas d'accord. Ils ont leurs opinions, ils ont le droit de l'exprimer, mais moi j'ai le droit aussi. Je les comprends, je veux dire, on est dans une démocratie, il faut les laisser s'exprimer. Par contre, on ne peut pas empêcher, bloquer en fait une assemblée générale. Je veux dire, ça fait partie du fonctionnement normal de l'entreprise. À 10h, comme prévu, l'assemblée générale débute. Les incidents sont dans tous les esprits. Bien évidemment, je regrette que cette rencontre ne puisse pas se passer dans un état comme elle devrait l'être, je dirais, de dialogue, et j'espère en tout cas que le dialogue aura lieu. L'Assemblée générale délibère sur les projets de l'entreprise pour verdir son activité et sur la hausse de 10% du salaire de son patron. Retour chez nous, il y aurait environ 2500 personnes autistes en Martinique, adultes et enfants. C'est une maladie qu'on ne sait pas soigner et qui peut handicaper gravement la vie quotidienne. Demain, dans les jardins de l'Hôtel de Ville, au Théâtre Aimé-Césaire, à Fort-de-France, il y aura une journée de sensibilisation à l'autisme. Elle est organisée par un collectif d'associations baptisé Lionnage Autisme. Katie Marilus, bonjour, vous êtes membre de ce collectif. Ma première question, c'est à qui s'adresse exactement cette journée ? Cette journée s'adresse à toute personne concernée par l'autisme ou pas. Donc, les proches aidants, les personnes qui ont des enfants autistes, les personnes qui sont elles-mêmes autistes, et puis toute personne qui a envie de découvrir ce handicap parce qu'il a une connaissance, parce qu'il y en a au travail ou autre. Toute personne qui a envie de découvrir. Il y aura une dizaine d'associations, donc vous aurez quoi ? Des stands d'information, Comment ça va se passer? Des conférences peut-être? Alors, effectivement, il y a plusieurs associations qui gravitent autour de l'autisme. Donc, Lionnage Autisme, Atypicase, Martinique Autisme, Fac Cœur Bleu, l'ADAPI, etc. Voilà. Et donc, vous aurez des stands d'information tenus par ces gens-là? Donc, nous aurons des stands d'information pour un petit peu, en fait, aiguiller les personnes quant à ce qu'il y a à faire une fois qu'on est diagnostiqué. Et nous aurons également le symposium de l'autisme qui va se tenir dans un second temps avec toutes les instances qui sont responsables en fait du handicap en Martinique et plus précisément l'autisme ce jour-là. Alors, je vais juste vous interrompre pour parler de l'autisme même, parce que il y a quelques années, on voyait l'autisme uniquement dans les cas très graves. Et depuis quelques années, on se rend compte que ça a un spectre, d'ailleurs c'est le mot que vous employez, beaucoup plus large que ce qu'on croyait. Alors effectivement, l'autisme est un spectre. On parle bien de troubles du spectre autistique, parce qu'en fait, on a des personnes qui sont plus ou moins, je vais dire, affectées par ce trouble du neurodéveloppement. Et voilà, donc en fait, on a des personnes qui ont de très grandes difficultés et d'autres qui en ont un peu moins. Mais le fonctionnement, on retrouve quand même des points communs dans le fonctionnement des différentes personnes autistes, qu'elles soient grandement affectées ou pas. Ou moins. Est-ce qu'en Martinique, le diagnostic et la prise en charge sont satisfaisantes? Non. Les diagnostics ne sont pas toujours évidents, ça peut être long, surtout quand l'autisme en fait est plutôt invisible. Donc on a des parcours qui sont parfois longs parce qu'on parle de trois niveaux pour le diagnostic. Donc ceux qui sont évidents, ceux qui le sont moyennement, et puis ceux qui sont un petit peu plus fins, parce qu'il y a des personnes qui parviennent à passer à travers les mailles du filet, ouais. Et en fait on ne voit pas que ces personnes sont autistes. Et ça peut prendre quelle manifestation? Les personnes dont on ne voit pas qu'elles sont autistes, qu'est-ce que ça peut se traduire comment? Alors je vais prendre l'exemple de mon fils qui a 11 ans et demi, qui a été diagnostiqué, il avait 9 ans. À la maison, en fait, on n'a absolument rien observé. Pour moi, c'était un enfant qui n'avait aucun trouble, qui n'avait rien du tout. Et c'est à l'école qu'il avait de grosses difficultés de comportement. Il faisait souvent des crises, il tapait, on parlait de crises de colère alors que ce ne sont pas des crises de colère, c'était des crises autistiques. Parce qu'il y avait beaucoup trop de stimuli pour lui à l'école.
Et c'est ce qui nous a alertés et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé le diagnostic et il a été diagnostiqué par le CRA. Et effectivement, au cours de son diagnostic, j'ai découvert une personne que je ne connaissais pas parce qu'il avait des écholalies, par exemple, qu'il n'avait jamais eu pendant les 9 années. Des quoi? Des écholalies. Écholalies, c'est quoi? Les écholalies, c'est la répétition de mêmes mots, de mêmes sons, de mêmes phrases. Qui est effectivement assez fréquente chez un autiste. Exactement. D'accord. Et du coup, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça peut vouloir dire que des gens ont dit l'enfant est difficile, l'enfant est mal élevé, alors qu'en fait, il est autiste. Exactement. Voilà, donc pour ceux qui veulent le savoir, justement, rendez-vous demain dans les jardins du Théâtre Aimé Césaire pour en savoir plus. Merci beaucoup, Katie Marius. Merci à vous de m'avoir accueilli. On va parler de sport à présent parce que le Tour cycliste 2023, ce sera sur Martinique Première et nulle part ailleurs. Ce matin, le comité du Tour a signé un contrat d'exclusivité de diffusion avec notre chaîne. L'intégralité de l'événement sportif sera ainsi diffusée en direct sur notre antenne. Ce sera la 42e édition et il aura lieu du 8 au 16 juillet de Saint-Joseph au Lamentin. Et je vous propose d'écouter les protagonistes. Alfred de Fontis, président du comité régional cycliste, et Pascal Lavener, directrice régionale de Martinique Première. Je crois que c'est le début en fait d'une très grande collaboration, une très belle aventure dans ce projet. Et je remercie vraiment le comité cycliste de nous avoir suivis, on a vraiment travaillé depuis ces derniers mois sur ce projet qui aboutit enfin. Et vraiment au nom des équipes de Martinique la Première, qui je sais se mettent du cœur à l'ouvrage et vont préparer un excellent Tour 2023 avec une couverture intégrale, il faut le dire, de toutes les étapes. On va faire du début à la fin. Et des plateaux et bien sûr notre mag du soir, ce sera vraiment une très belle vitrine, sans oublier bien sûr nos autres médias qui sont la radio et le web. L'an dernier, c'était une première, le direct télé sur le Tour cycliste 2022. Nous avons constaté que ce tour a été bien médiatisé, mais en tout cas pour le nombre de motos dans le direct qui nous a causé beaucoup de difficultés, de désagréments dans la gestion de la compétition. Et cette année, nous avons voulu en quelque part diminuer ce nombre de moteurs de direct. C'est pourquoi nous avons choisi Martinique Première Télé pour en exclusivité le direct. Et on parle Formule 1 à présent, c'est l'une des courses automobiles les plus réputées au monde, les 24 heures du Mans. Une course légendaire qui fête cette année ses 100 ans. La ville se prépare à une grande fête à partir du 10, date de la course. Thomas Paga, Guy Sabin. La maison de Gilles Baudouin, c'est un monument aux 24 heures du Mans. Du sol au plafond, des souvenirs, des photos. Mais le plus impressionnant, c'est sa collection de miniatures, plus de 2500 au total. J'ai toutes les voitures qui ont gagné les 24 heures. Cette étagère-là, celle-ci, ainsi que les premières, là, la première rangée où ce sont les dernières Toyota qui ont gagné au Mans et l'autre est un peu plus loin. C'est une collection qui s'enrichit tous les mois. Et là, on arrive aux 24 heures du Mans, donc là, je pense que là, il y a pas mal de modèles qui vont rentrer au cours de ces 24 heures du Mans. Depuis qu'il a commencé sa collection à l'âge de 10 ans, il a assisté à 50 courses. Chaque figurine est un souvenir, comme cette Porsche du japonais Sekiya. Après être sorti de piste, la voiture en feu, le pilote a laissé un souvenir mémorable. Toute la foule a vu le pilote et tout le monde l'a applaudi. Et le pilote a salué la japonaise. Je peux vous dire que c'est un grand moment pour tous ceux qui ont vécu ce moment-là, un grand moment d'émotion. C'est une émotion qui revient. C'est une émotion, vous voyez, quand j'en parle, c'est quelque chose qui revient. Les 24 heures du Mans, c'est également ça, c'est des émotions, beaucoup d'émotions. Il y a aussi les rivalités, Porsche versus Matra, Ferrari contre Ford, Jaguar et Mercedes. Se prépare pour les 24 heures du Mans dont le départ va être donné à 61 concurrents. L'histoire du Mans, c'est aussi les départs en courant, abandonnés dans les années 70. Et les accidents qui coûteront la vie à 22 pilotes et 84 spectateurs. L'incendie est difficile à maîtriser. Aujourd'hui, ce membre de l'Automobile Club de l'Ouest a rendez-vous avec l'histoire. Alors c'est vous qui êtes un grand passionné des 24 heures. Oui. Et vous savez qu'on a 100 ans aujourd'hui. En avant-première, au musée des 24 heures du Mans, il découvre les modèles originaux des voitures gagnantes. Et là, il vient d'arriver, et cette voiture est une double vainqueur des 24 heures du Mans, 1929-1930.
24 heures d'endurance pour tester les voitures, voilà la vocation de la course, née en 1923 et qui fait encore aujourd'hui la fierté des Manceaux. Ici au Mans, tout le monde se raconte des histoires de 24 heures parce qu'il y a des liens de la famille, des gens qui ont été simplement spectateurs ou acteurs ou qui reçoivent des familles chez eux ou qui ont une implication bénévole et ça se transmet de génération en génération. La dernière arrivée au musée, la voici, une Ferrari 250 GTO, la voiture la plus chère du monde. Le dernier modèle vendu a coûté 70 millions d'euros, mais il n'avait pas gagné les 24 heures. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle l'une des actualités principales, une cyberattaque avec demande de rançon. Ce n'est pas à la collectivité territoriale mais à la mairie du Robert. Elle occasionne des perturbations à la caisse des écoles. Ce soir, votre rendez-vous d'information radio est à 18h, en télé c'est 18h57 avec Christelle Sivat. Et puis, on se quitte sur les notes de Fred Désir, ce membre fondateur du groupe Les Playboys à la fin des années 60, avait notamment composé le titre Maman Doudou de Jean-Luc Goinel. Bonne journée sur nos antennes. Maman, aïe, maman Doudou, à présent la vie a une si différente. Qu'à songer misère à ouais pour moi. Qu'à songer la peine moins faire souvent.